Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 4e 1 et de 4e 4. J'espère d'abord que vous allez tous au mieux, ainsi que vos proches. Cette vidéo, elle accompagne le corrigé de la première partie de l'exercice sur la période napoléonienne, que je vous ai envoyé sous la forme d'un diaporama. Et le but, c'est de pouvoir vous apporter quelques précisions sur le thème de la leçon, évidemment, mais aussi des conseils de méthode sur la meilleure manière d'aborder ce genre d'exercice, d'analyser les documents, ce qu'il est bien de faire ou de ne pas faire sur un travail comme celui-là. Alors le premier de ces conseils, c'est de se donner une vision globale de l'exercice, de sa problématique, de la manière dont il est organisé. Ça signifie qu'il faut bien regarder le titre général, bien sûr, et ça veut dire aussi qu'il faut regarder les sous-titres pour savoir où le questionnement veut en venir. Donc ça signifie concrètement qu'il faut avoir surligné les sous-titres, avoir lu toutes les questions, tous les documents, avant d'avoir cherché à répondre à la première. Ça n'est pas une perte de temps. Au contraire, ça peut vous aider à en gagner parce que vous comprendrez mieux chaque question une fois que vous aurez compris la thématique générale. Donc ici, le sujet, c'était de montrer pourquoi Napoléon est, en partie, mais en partie seulement, un chef d'État qui a prolongé et propagé les effets de la Révolution. C'est ce que qu'indiquait le titre. Alors, la première des questions remontait aux origines de la carrière napoléonienne et au fait que cette carrière, elle a commencé bien évidemment sous la République et que même après la prise du pouvoir, c'est-à-dire après novembre 1789, eh bien, vous voyez que la frise du livre vous indique que au moins jusqu'en 1804, en tout cas le passage de l'année 1804 à 1805, eh bien, ce régime napoléonien se réclame toujours de la République, prétend toujours être une République. Alors, Napoléon, vous le savez, il a commencé sa carrière, on en avait parlé au moment de la Terreur, au moment où le régime républicain de la Convention se défendait à la fois contre des révoltes intérieures, mais aussi contre des agressions de tous les rois d'Europe, en particulier celui d'Angleterre, qui avait débarqué à Toulon, et c'est le jeune lieutenant Bonaparte, en décembre 1793, qui reprend la ville de Toulon, très important, puisque c'était le principal port militaire français, qui le reprend aux Anglais en utilisant son arme favorite, celle pour laquelle il a été formé, c'est-à-dire l'artillerie, les canons. En fait, c'est le moment où ce jeune lieutenant qui a 24 ans montre sa capacité donc à commander, à prendre des initiatives, etc. Donc il va rapidement monter en grade et comme vous l'indique la biographie de la page 59, eh ben, il devient général. Alors c'est un général qui va se faire connaître auprès des Français par deux campagnes militaires très prestigieuses qui ont laissé un souvenir très marquant dans l'histoire de cette période. D'abord une campagne en Italie en 1796-97. On est toujours à l'époque de la République, mais après la chute de Robespierre. Mais ce sont toujours des républicains modérés qui dirigent et qui envoient donc le général Bonaparte combattre non pas les Italiens, parce qu'il n'existe pas vraiment d'Italie. L'Italie est partagée entre plusieurs dominations, plusieurs royaumes. En fait, on envoie le général Bonaparte combattre le vieil ennemi des Français depuis le début de la Révolution, que sont les Autrichiens. Les Autrichiens dominent toute cette région nord de en particulier nord-est, autour de Venise et de Milan, toute cette région nord-est de l'Italie. Alors, à l'origine, cette opération militaire ne devait être qu'une opération de diversion, puisque la principale offensive avait été prévue au nord, sur le Rhin et au niveau des Pays-Bas autrichiens. Donc, on confie au général Bonaparte une armée pas très nombreuse, 37 000 Français, sachant que l'adversaire est a priori et en théorie deux fois plus nombreux, et une armée plutôt, enfin pas très bien équipée, que Bonaparte a réussi à galvaniser, à faire traverser les Alpes, et à partir de là, il va enchaîner les victoires contre les Autrichiens, prendre Milan, prendre Mantoue, etc. Et à chaque étape, en fait, le gouvernement républicain lui fait rappeler par des messagers qu'il s'agit d'une opération de diversion et qu'il n'est pas censé aller aussi loin. À chaque fois, général Bonaparte fait semblant d'avoir reçu le message trop tard et continue en fait sa conquête et ses victoires en se signalant par
un certain génie stratégique. Par exemple, il n'attend pas que les Autrichiens aient convergé sur Mantoue pour les affronter classiquement dans la plaine, comme l'aurait fait un général d'Ancien Régime. En fait, il fait marcher les colonnes de son armée à marche forcée et il va rencontrer chacune des colonnes autrichiennes qui avancent et il les bat successivement les unes après les autres. Et puis il se signale aussi par des choses que ne ferait jamais pareil un général d'Ancien Régime, par exemple à Arcole durant cette campagne, quand il s'agit de conquérir le pont sur la rivière Adige, qui a une importance stratégique énorme, eh bien il prend la tête de ses troupes et il risque sa vie sous le feu ennemi pour prendre ce pont. Alors évidemment, il ne fait pas ça tous les jours, et il fait ça essentiellement pour entretenir sa popularité auprès de ses hommes, ce qui est une réussite, puisque ce genre d'événement soude véritablement ses soldats autour de lui, et cette attitude-là fait de lui une légende vivante dont la réputation va aller jusqu'en France, en fait, et pas seulement auprès de ses soldats. Plus tard, on le présentera comme un successeur d'Hannibal, le général carthaginois qui avait franchi les Alpes, et les peintres de l'Empire le présenteront comme ça, comme un héros triomphant qui passe les Alpes et conquiert l'Italie. L'autre campagne importante qu'il a rendue célèbre, c'est celle d'Égypte. Alors, pourquoi envoyer un général français en Égypte en 98-99, toujours à l'époque républicaine? Eh bien, pour affaiblir le vieil ennemi britannique. L'Égypte, en fait, c'est une étape dans une route commerciale qui est très importante pour les Britanniques et qui va de l'Inde, une des possessions des Britanniques, je ne sais pas si vous vous rappelez le cours sur le XVIIIe siècle, et d'Inde vient par exemple des marchandises importantes comme le coton qui transitent par l'Égypte pour aller jusqu'en Angleterre. Donc le but c'est d'affaiblir l'économie anglaise. Alors cette campagne d'Égypte, elle commence très très mal et elle n'aura pas un succès militaire fabuleux. La flotte de Napoléon est coulée ici dans le port d'Aboukir au cours d'une bataille navale que les Anglais dominent sans peine. Ce qui signifie qu'ensuite, eh bien, Napoléon est un peu prisonnier de sa conquête, mais de cette campagne, il va faire, il va lui donner un aspect assez grandiose, légendaire, qui évidemment la descente de la vallée du Nil, la bataille des pyramides, le fait d'aller jusqu'en Syrie, etc. Eh bien, fait rêver les Français. C'est une expédition tout à fait étonnante, même si, encore une fois, elle n'apporte pas grand-chose militairement. Alors là aussi, Bonaparte est c'est pas seulement un militaire, hein, c'est un grand génie politique. Il travaille son image, il fait en sorte de se rendre encore plus populaire. Le gouvernement l'avait envoyé en Égypte en fait pour parce qu'il commençait à se montrer très ambitieux et qu'il voulait l'éloigner, mais en fait ça va aboutir exactement au résultat contraire. Voilà par exemple comment Napoléon peut entretenir son image, pas seulement évidemment en faisant de grands discours devant les pyramides, mais aussi lorsque ses soldats sont touchés par la peste dans la ville de Jaffa. Je vous remontre où c'est Jaffa éventuellement. Voilà, c'est ici au Proche-Orient, au sud de la Palestine actuelle. Eh bien, voilà, la légende dit qu'il est allé visiter ces soldats pestiférés au péril de sa vie et que, voilà, donc on le voit ici, le groupe des soldats agonisant à côté, et on dit qu'il aurait carrément touché certains d'entre eux, qu'il les aurait réconfortés de cette manière-là, etc. Alors en réalité, il n'a jamais touché de soldats pestiférés, il en a même laissé derrière lui lors de cette expédition, mais l'important c'est que cette image se soit diffusée, et d'ailleurs quelques années plus tard, en 1805, il va commander ce tableau qu'on vient d'analyser au peintre Antoine Jean Gros pour entretenir sa légende. Mais dès l'époque de l'expédition d'Égypte, c'est quelque chose qui est connu et diffusé en France. Donc, que ce soit son rôle à Toulon ou dans ses autres campagnes, il s'est battu pour le régime républicain et il a contribué à le rendre plus fort. Et il s'est fait connaître aussi durant ses campagnes militaires. Alors,
l'une des choses qui fait qu'il va accéder au pouvoir après cette campagne d'Égypte, c'est aussi le fait que les Français viennent de traverser 10 ans de changements permanents. Vous vous rappelez que depuis la Révolution de 89, il y a eu plusieurs régimes politiques, des successions de gouvernements comme il n'y en avait évidemment jamais eu, des changements extraordinairement importants dans la société française. Eh bien, au bout de 10 ans, une partie des Français aspire à une espèce de retour au calme, à la stabilité, et c'est ce que Bonaparte a l'air de pouvoir faire. Donc, une partie des Français lui fait confiance, pour rétablir la stabilité et le calme en France. Alors, une fois au pouvoir, je vous avais demandé quel était le code de loi qu'il contribuait à mettre en place. Vous l'avez tous trouvé, bien évidemment. Il s'agit du Code civil, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est la première fois que toutes les lois françaises ont été recueillies et puis organisées logiquement, pensées les unes par rapport aux autres, etc. L'important pour notre thème, c'est-à-dire est-ce qu'il est un prolongateur ou un fossoyeur de la Révolution, c'est de voir ce qu'il y a dans ce code civil. Et donc là, l'idée, c'était d'aller voir le chapitre du manuel qui en parle, puisque c'était dit à peu près textuellement. Simplement, il fallait revenir au premier paragraphe du B1 qui nous explique que voilà, les principaux acquis, évidemment, de la Révolution française, c'est le fait que les privilèges de la noblesse et du clergé aient été abolis, et donc que les nouvelles lois imposait une égalité des droits entre tous les Français, quelle que soit leur origine sociale. Que également la tolérance religieuse était désormais de mise, le catholicisme n'était plus imposé, et voilà. Alors, pour les libertés individuelles, je vais peut-être faire un petit bémol sur l'époque napoléonienne, mais en tout cas, en ce qui concerne l'égalité des droits et la tolérance religieuse, le livre vous l'indique, eh bien, Bonaparte conserve ses acquis dans le Code civil. On retrouve des lois qui disent exactement la même chose, à commencer par l'article 8 du Code civil, qui est reproduit dans votre livre, et qui vous dit que tout Français jouira des droits civils, c'est-à-dire de ces droits, tout Français, ça signifie égalité des droits. Droits civils, ceux dont on vient de parler. Ça signifie en fait qu'il reprend une bonne partie de ce qui est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Une bonne partie, vous allez voir, mais évidemment pas la totalité. Il apparaît effectivement comme quelqu'un qui stabilise la Révolution et qui rassure ceux qui voulaient en garder l'essentiel. Par exemple, il autorise les nobles émigrés, vous savez, ceux qui s'étaient battus avec les rois étrangers, à revenir en France. Il les a amnistiés, c'est-à-dire qu'il les a pardonnés. Il a essayé également de se réconcilier avec l'Église, avec le pape, qui avait beaucoup condamné la Révolution française, mais par contre, il ne leur rend pas leurs privilèges, il ne rend pas les privilèges à la noblesse et au clergé, il ne leur rend pas leur pouvoir, ce qui rassure la majorité des Français qui étaient tout à fait contre, évidemment, l'idée d'un retour en arrière. Dernier aspect pour ce qui est de la France, Napoléon aussi, on le voit, va garder quelque chose de la Révolution française qui est la consultation du peuple. Alors évidemment, cette consultation du peuple, ça n'est pas une véritable élection, c'est-à-dire qu'il n'a jamais demandé au peuple, par exemple, de l'élire dans une élection libre comme consul ou comme empereur. Par contre, il lui a systématiquement demandé son avis. L'idée, c'était là d'aller voir donc cet extrait de vidéo pour le confirmer. Alors, ce qu'il propose au peuple, en fait, c'est ce qu'on appelle à l'époque un plébiscite, que nous appellerions, je pense que certains d'entre vous l'ont compris, puisqu'ils m'ont mis le mot dans la réponse, un référendum, c'est-à-dire pas une véritable élection, mais un vote par oui ou par non, une réponse à une question posée par le gouvernement. Par exemple, eh bien, en 1804, Bonaparte demande aux Français s'ils acceptent qu'ils deviennent empereurs, c'est-à-dire qu'ils fondent une monarchie héréditaire. Et la réponse, c'est 3 600 000 oui contre 2 600 non. Alors, évidemment, c'est un vote très manipulatoire, d'abord parce que le scrutin n'est pas secret, il n'y a pas d'isoloir. Si l'on veut voter non, il faut aller
Donc quand on va voter à la mairie devant tout le monde, devant les notables qui sont plutôt pour le gouvernement, il faut aller inscrire son nom sur le registre du nom. Évidemment, on peut craindre ensuite éventuellement des rétorsions diverses. Et puis, vous avez compris aussi à travers cet extrait vidéo que Napoléon n'hésite pas à manipuler un petit peu les chiffres quand il ne les trouve pas assez favorables. Donc c'est une utilisation du vote populaire très manipulatoire, mais c'est quand même une conservation du vote populaire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la Révolution est passée par là et qu'aucun gouvernement, même celui très autoritaire de Napoléon, ne peut se passer d'une forme de légitimité populaire. Alors on vient de voir comment Napoléon avait prolongé la Révolution un petit peu en France, en tout cas sous certains aspects. L'idée de la deuxième sous-partie, c'était de voir comment il l'avait propagée en Europe. Et pour ça, bien sûr, il faut d'abord prendre la mesure de ses conquêtes en Europe. Vous avez tous entendu parler, je pense, des conquêtes de Napoléon dans le reste de l'Europe. L'idée de cette première question, c'était de vous faire résumer rapidement, sans citer tous les noms de territoires très complexes de cette carte, de vous faire citer tous les peuples qu'il avait soumis. Alors peut-être avant de passer à cette carte, rappelez que à l'époque républicaine, les conquêtes à l'extérieur avaient déjà commencé en fait. Vous vous rappelez que les Pays-Bas autrichiens avaient commencé à être grignotés sous la Terreur en 94. On avait annexé également la Savoie, le comté de Nice, etc. Et donc il y a déjà eu des conquêtes françaises, mais elles atteignent évidemment une proportion beaucoup plus grande à l'époque napoléonienne, puisque différentes guerres sur lesquelles je passe, différentes batailles victorieuses, en tout cas jusqu'en 1811, permettent à Napoléon d'étendre démesurément les territoires que contrôle la France. Alors, pour pouvoir nommer ces territoires de la manière la plus simple possible, on peut comparer avec une carte de l'Europe aujourd'hui. C'est ce que je vous avais proposé. Vous voyez d'abord sur cette carte de l'Europe en 1811 que certains territoires ont été carrément annexés par la France. C'est devenu la France, c'est-à-dire que quand on habite Amsterdam, quand on est néerlandais et qu'on habite aux Pays-Bas actuels, eh bien on est devenu français. Il y a un préfet français qui dirige, comme les gens du nord de l'Allemagne, par exemple, autour de Hambourg. La France a annexé carrément la région de Turin et même celle de Rome jusqu'au milieu de la botte italienne. On est là carrément en territoire français. Alors, quelle différence avec les autres territoires, ceux que la carte du livre appelle des États soumis à l'Empire français, qu'on appelle aussi des États vassaux? Eh bien, c'est que, en fait, ces États ont été redécoupés après être passés sous influence française, et ils ont été attribués en général, eh bien, à des proches de Napoléon. Par exemple, pour vous citer un exemple avec cette carte un petit peu plus simple, son frère Jérôme dirige la Westphalie, il essaiera de caser sur le trône d'Espagne son frère Joseph, son beau-frère Murat devient roi de Naples, etc. Donc il confie à des proches qui lui obéissent au doigt et à l'œil, évidemment, les différentes conquêtes. Alors quand on compare avec l'Europe d'aujourd'hui, bien, en fait, on peut résumer ça au nom de quelques peuples, quelques langues. On a parlé des Néerlandais ici, pardon, autour d'Amsterdam, autour des Pays-Bas, la totalité de la Belgique. Et puis, quand on est dans la Confédération du Rhin ou la Westphalie, eh bien, on est dans l'Allemagne actuelle, pas la totalité de l'Allemagne, puisqu'il reste un royaume de Prusse indépendant, mais qui a subi de telles défaites qu'il a été obligé de se résigner à la domination napoléonienne. Et Napoléon a recréé aussi un État pour les Polonais, qui lui en ont été très reconnaissants. Aujourd'hui, la Pologne existe, mais avant l'intervention de Napoléon, elle avait été partagée par ses puissants voisins, et Napoléon, pour un peu les avoir de son côté, leur redonne un territoire.
L'Italie, avant Napoléon, était, je vous l'ai dit tout à l'heure, un État extrêmement divisé, qui n'avait jamais connu d'unité. Napoléon le redécoupe en plusieurs territoires, dont le royaume d'Italie au nord, et puis ce royaume de Naples dont on parlait tout à l'heure. Le reste de l'Italie étant carrément annexé à la France. Donc, dans cet empire napoléonien, il y a, si je résume, des Néerlandais, des Allemands, des Italiens et des Espagnols. Et dans chacun de ces territoires, eh bien, Napoléon a l'ambition de faire appliquer la loi française, c'est-à-dire le code civil, non seulement dans les territoires carrément annexés, mais dans les États vassaux à la tête desquels il a placé ses proches. Donc, la dernière question était la plus compliquée. Alors, c'était celle sur laquelle je voulais revenir à quelques conseils de méthode. La question était comment se fait-il qu'une partie des peuples concernés ait accueilli plutôt favorablement au début les Français et plutôt accueilli favorablement les transformations que Napoléon a imposées dans leur pays. Alors, il y a plusieurs méthodes pour répondre à cette question. La méthode la plus discutable, c'est d'aller prendre un document et puis de le recopier grossièrement. J'ai eu parfois des réponses du genre les gens sont contents parce que les Français sont arrivés, et puis ensuite on recopie le document en disant ils ont promis à chacun de respecter ce qui lui appartenait et à chacun de lui laisser son gouvernement propre, etc. Alors, l'idée, c'est de ne pas se contenter d'un document, et quand on en a un, comme cet extrait d'un livre de Goethe, qui est un auteur allemand de l'époque, eh bien de ne pas le recopier, de ne pas faire de la paraphrase, mais de le résumer et de le reformuler. Donc ici, on peut dire qu'au début, je ne sais pas, les Français ont l'air d'apporter une certaine liberté et puis de respecter la propriété et la sécurité des populations occupées. Voilà, on peut le dire d'une autre manière. Mais surtout, il faut utiliser tous les documents, et en particulier ceux qui étaient à côté. Donc l'idée, c'était évidemment, pour faire cette question-là, d'avoir d'abord fait cet exercice-là, c'est-à-dire le travail sur les constitutions de Westphalie et de Bavière. Alors, la Westphalie et la Bavière, je vous rappelle où c'est, très rapidement. Vous vous rappelez, la Westphalie, elle est dans l'Allemagne du Nord actuelle, et la Bavière, elle est dans l'Allemagne du Sud actuelle. Donc, ce sont deux territoires que Napoléon a conquis, mais où l'on parle allemand. L'idée, c'était dans ces... Et puis donc, ces documents, c'était des constitutions imposées par Napoléon à ces deux territoires. Constitution, je vous rappelle, c'est les lois fondamentales qui vont s'appliquer désormais dans ce territoire. Alors, elles se recoupent en parties, et l'idée, c'était d'y trouver d'abord, surligner en bleu les articles de loi qui limitent le pouvoir des nobles, les privilèges qu'ils perdent, et puis de surligner d'une couleur chaude, rose, orange ou autre, les articles de loi qui limitent le pouvoir du clergé. Alors, pour ce qui était des nobles, eh bien, on s'aperçoit que cette loi, qu'elle soit en Westphalie ou en Bavière, explique que va désormais s'appliquer ce qui est dans le Code civil, c'est-à-dire l'égalité de tous les habitants, quel que soit leur rang, c'est-à-dire qu'ils soient nobles ou pas. C'est dit exactement de la même manière dans le royaume de Bavière, avec une précision supplémentaire. C'est le fait que, en ce qui concerne les impôts, ils seront traités exactement de la même façon que les autres citoyens. Et puis, il y a deux points communs également pour ce qui est de la noblesse, c'est le fait que le servage, c'est-à-dire l'asservissement le plus grand des paysans à l'intérieur d'une seigneurie, est carrément supprimé. En fait, les serfs dans une seigneurie pouvaient carrément pas partir de la seigneurie. Non seulement ils payaient beaucoup d'impôts à leur seigneur, mais ils ne pouvaient pas sortir de la seigneurie, ou en tout cas aller travailler ailleurs. Pour ce qui est du clergé, eh bien, on s'aperçoit qu'en Westphalie, Napoléon impose le principe français du libre exercice des cultes, c'est-à-dire du fait que il n'y aura
plus de religion officielle imposée, il y aura certainement une religion majoritaire, en Westphalie il s'agit de la religion protestante, mais que les minoritaires, donc ici les catholiques ou les juifs, etc., ne seront pas inquiétés d'aucune façon et auront les mêmes droits que les autres. Alors en Bavière, ce sera la même chose, la Bavière est un pays catholique, eh bien c'est la minorité protestante qui ne sera plus persécutée. Et le clergé, désormais, eh bien, payera des impôts également comme tous les autres en Bavière. Donc vous l'avez compris, les principes qui sont appliqués ici par Napoléon et qui sont imposés en quelque sorte à l'extérieur de la France, c'est les principes qui viennent de 1789, c'est les principes qui sont écrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et oui, puisque en fait ces sociétés allemandes ou italiennes ou encore plus espagnoles étaient restées sur le modèle des sociétés d'Ancien Régime, d'avant la Révolution. C'est-à-dire il y avait 3 ordres avec la noblesse et le clergé, et puis un tiers état à qui l'on expliquait qu'ils devaient travailler pour les autres et payer des impôts, puisque les autres avaient des missions divines, vous vous rappelez, qui leur étaient réservées, donc des privilèges qui allaient avec. Donc ce que fait Napoléon, c'est d'étendre à l'Europe eh bien, le reste, ces idées d'égalité, et forcément, eh bien, ça satisfait une partie des gens, en particulier, donc ces gens qui appartiennent au tiers état, à commencer par la majorité des paysans. Alors, c'est le cas en particulier à l'ouest de l'Allemagne actuelle, au nord de l'Italie. Ça sera un petit peu plus difficile, on le verra ensemble, en Espagne. Voilà, c'est donc la raison majeure pour laquelle la domination française est plutôt bien accueillie, au début en tout cas, dans ces régions dominées. Il fallait donc bien penser à utiliser ce texte-là pour répondre à cette question, puisque comment dire, un seul document ne suffisait pas. Voilà, il faut donc passer par le brouillon et puis composer une réponse un petit peu plus complexe quand c'est nécessaire. Voilà, fin de cette première vidéo. J'essaye de vous envoyer une autre pour la partie B.